Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler tribunaux, des activités économiques et contributions pour la justice économique. Ce sera dans quelques instants avec Yann Unschneider, membre du Conseil de l'Ordre du barreau de Paris. On parlera ensuite du cadre juridique des jeux sur Internet avec Sacha Bétache, avocate chez Bird Bird. Et enfin, on parlera discrimination et harcèlement sexuel au travail avec François Marteau, avocat of counsel au sein du cabinet UGGC Avocat. Voilà pour les titres, c'est parti pour Lex Inside. On commence tout de suite ce Lex Inside. On va parler des tribunaux, des activités économiques et de la contribution pour la justice économique avec mon invité Yann Unschneider, membre du Conseil de l'Ordre du barreau de Paris. Yann Unschneider, bonjour. Bonjour. Depuis le 1er janvier 2025, le tribunal des activités économiques est expérimenté dans un certain nombre de territoires. Qu'est-ce que le tribunal des activités économiques ? Alors, le tribunal des activités économiques, d'abord, c'est une création de la loi de 2023, qui est une loi d'orientation et de programmation de la justice, et qui est venue donc créer 12 tribunaux des activités économiques. Donc, on a, si vous voulez, depuis le 1er janvier 2025, 12 anciens tribunaux de commerce qui sont devenus des tribunaux des activités économiques. Donc, il y a un changement de nom, bien entendu, derrière cela, et cela concerne donc un certain nombre donc, de tribunaux, donc une douzaine, comme je vous le disais. Là-dedans, vous avez Paris, vous avez Versailles, vous avez Nanterre, vous avez Marseille, vous avez Lyon, vous avez Auxerre, vous avez voilà, toute une série donc, d'anciens tribunaux de commerce qui sont devenus, donc, depuis le début de cette année, des tribunaux des activités économiques. Alors, c'est un changement de nom, mais c'est aussi des attributions supplémentaires qui sont confiés à ces anciens tribunaux de commerce devenus, comme on les appelle maintenant, les TAE. Alors, quelles sont leurs attributions ? Alors, on est venu leur donner des attributions supplémentaires, en fait, au TAE en matière donc de procédure amiable et collective. C'est vraiment là où ils ont une compétence qui est maintenant quasi exclusive en matière de procédure amiable et collective, à l'exception des professions légales réglementées, dont les avocats, hein, qui continuent à échapper à la compétence donc, des TAE et qui relèvent toujours des tribunaux judiciaires. Donc, on a eu un mouvement de bascule des tribunaux judiciaires au TAE, par exemple pour tout ce qui va être la procédure amiable et collective en matière donc, de société civile, en matière de profession libérale. Hors donc les professions libérales réglementées en matière d'association. Donc vraiment, c'est en cela qu'il y a un accroissement assez important de la compétence des tribunaux des affaires économiques de ces 12-là. Attention, c'est uniquement de ces 12-là et de manière expérimentale, hein, comme vous le disiez vous-même au début de votre intervention, on est sur une expérimentation qui va durer 4 ans, 2025-2029. Bon, quand on en sait plus sur ces tribunaux des activités économiques, autre nouveauté, c'est une contribution pour la justice économique qui a été créée. Qu'est-ce que cette contribution pour la justice économique et quels sont les montants ? Alors, cette contribution, c'est aussi une création de la loi 2023. Je dis ça parce que c'est important, parce que c'est aussi une expérimentation. Hein. Donc, on est parti là encore pour 4 ans avec cette contribution pour la justice économique et qui va concerner uniquement les 12 tribunaux, donc les 12 TAE dont je vous ai parlé. En fait, la création donc des TAE s'accompagne en effet de cette contribution pour la justice économique. L'objectif affiché, c'est de financer au moins partiellement la création donc, de ces TAE, de ces tribunaux, donc des activités économiques. Alors, les personnes qui sont assujetties, ce sont les personnes morales et physiques de droit privé. Il y a 2 conditions. Un, elles engagent une action devant le TAE qui est au moins, donc, dont la demande initiale est d'au moins 50 000 euros. Et ensuite, deuxième condition cumulative, il faut que cette personne physique ou cette personne morale, elle emploie au moins 250 salariés. Donc, 2 conditions cumulatives pour être assujettie à la contribution pour la justice économique. Alors, ensuite, les montants donc, de cette contribution, puisque c'était également donc, une de vos questions.
contribution. Alors, il faut distinguer. Il y a le cas des personnes morales et il y a le cas donc des personnes physiques. Pour les personnes morales, alors elle est la contribution de 3% du montant donc de la demande initiale dans la limite de 50 000 euros. Dès lors qu'on parle d'une personne morale qui a réalisé un chiffre d'affaires moyen au cours des 3 dernières années qui va entre 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est 3% dans la limite de 50 000 euros pour ces sociétés-là. Et il faut en plus qu'elles aient réalisé un bénéfice au cours des 3 dernières années de 3 millions d'euros. Donc ça, c'est un premier seuil. Ensuite, vous avez un deuxième seuil qui est cette fois-ci pour les entreprises donc, qui ont, elles, réalisé plus d'1,5 milliard d'euros donc, de chiffre d'affaires au cours donc, de cette période de 3 années. Eh bien, la contribution, elle va être de 5% de la valeur de la demande initiale. Ce point il est important, on est toujours sur la demande initiale dans la limite de 100 000 euros. Ce qui veut quand même dire que la contribution, elle peut atteindre 100 000 euros hein, au maximum, ce qui n'est pas neutre pour donc une personne morale qui, eh bien, depuis le 1er janvier, engage une action devant un des 12 TAE. Et pour les personnes physiques, alors? Pour les personnes physiques, je vais essayer de simplifier. Vous avez 1% donc, de la valeur des demandes, 2% de la valeur des demandes, 3% de la valeur des demandes, à chaque fois avec une limite. La limite maximum pour les 3%, c'est dans la limite donc, de 50 000 euros. Et là, cela dépend de votre niveau de revenus fiscaux déclarés. Hein. Donc voilà, les personnes se reporteront au décret parce qu'en fait, il y a eu un décret d'application du 30 décembre donc, dernier qui est venu créer officiellement donc, la contribution pour la justice économique avec prise d'effet au 1er janvier de cette année. Bon, on a vu son champ d'application de cette contribution pour la justice économique ainsi que les montants, mais comment ça va marcher en pratique ? Alors, en pratique, donc, depuis d'abord le 1er janvier, eh bien, il faut que les entreprises, leurs avocats, engagent leur action, non plus devant le tribunal de commerce lorsque l'on parle de ces 12-là, hein, mais devant le tribunal donc, des activités économiques. Ce point, il est important parce qu'il voilà, ne faut pas rater la marche ici. Ensuite, eh bien, il va falloir, donc, lorsqu'on engage son action, venir tout de suite avec les justificatifs donc, nécessaires, hein, notamment le nombre de salariés, donc ce type de justificatif, il va falloir eh bien, donc, en justifier au démarrage de cette action. Et le troisième point qui me paraît important sur la façon dont ça va fonctionner, parce qu'en plus on a vu qu'il y a eu quelques petits balbutiements, notamment donc, à Paris, enfin, il y a eu des questionnements plus exactement, c'est bien le greffier. Hein, donc du TAE, à qui il va appartenir de s'assurer que vous êtes ou non redevable donc de la contribution. Il va devoir la calculer. Donc c'est le greffe donc, du TAE qui va devoir ce calcul, qui va vous demander les justificatifs nécessaires. Donc il va y avoir éventuellement donc, des échanges donc, avec le greffier. Ce point, il est important parce que si vous ne réglez pas la TAE et que vous êtes éligible, pardon, que vous ne réglez pas la CJE, excusez-moi, et que vous êtes éligible, eh bien, c'est à peine d'irrecevabilité de votre action. Donc, il faut vraiment faire attention. Hein, il ne faut pas se prendre les pieds dans le tapis ici. Et ça peut être relevé d'office par le tribunal. On va aller un peu plus loin sur cette contribution pour la justice économique. Le barreau de Paris a choisi de faire un recours contre le décret qui institue cette contribution. Pourquoi ? Oui, il y a eu donc une décision, une motion à l'initiative de notre bâtonnier hein, qui a été prise, une délibération a été prise par le Conseil de l'Ordre, parce qu'on pense que fondamentalement la contribution, elle va trop loin. Elle va trop loin, elle entraîne une rupture d'égalité donc des justiciables donc devant la justice, parce que eh bien, finalement un justiciable qui va aller devant un tribunal de commerce, par exemple, donc peu importe, hein, d'Aix-en-Provence, eh bien lui, il ne paye rien. Alors que fondamentalement, le justiciable qui va aller devant un TAE à Marseille, il va devoir payer donc la contribution. Donc là, il nous semble qu'il y a
a une violation de règles qui sont assez essentielles, d'une rupture d'égalité. Il y a aussi une autre forme de rupture d'égalité parce que tout ça risque d'entraîner des phénomènes avec d'entreprises ou de personnes physiques qui vont choisir. Oui, le risque de forum shopping. Et de forum shopping, qui vont choisir donc leur tribunal, se dire finalement je vais plutôt aller à Créteil qu'à Paris, parce que c'est moins cher, ça me coûte rien, alors que Paris. Et puis des clauses attributives de juridiction qui vont être mises dans les contrats. Et le troisième point, c'est le montant qui nous paraît particulièrement élevé et qui est un risque d'entrave à un moment d'accès au juge. On va conclure là-dessus. Merci Yann Hutschneider d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes membre du Conseil de l'Ordre du barreau de Paris. Merci à vous. Tout de suite, l'émission continue. On va parler du cadre juridique des jeux sur Internet. On poursuit ce Lex Inside, on va parler du cadre juridique des jeux d'argent sur Internet avec mon invité Sacha Bétache, avocate chez Bird & Bird. Sacha Bétache, bonjour. Bonjour Arnaud. La France a instauré un cadre strict pour les jeux d'argent sur Internet. On va en parler ensemble. Quel est ce cadre juridique des jeux d'argent en ligne ? Le principe est que les jeux d'argent en France est régulé, strictement même. Il est régulé par le Code de la sécurité intérieure qui vient définir ce qu'est un jeu d'argent déjà. Un jeu d'argent, pour être caractérisé comme tel, doit remplir 4 critères. Ça doit être une offre qui est offerte au public d'un jeu. Il doit y avoir l'espérance d'un gain. Il doit y avoir une intervention du hasard et enfin, il doit y avoir un sacrifice financier de la part du joueur. Si on ne remplit pas ces 4 critères, nous ne sommes pas dans le cadre d'un jeu d'argent et de hasard. Et c'est important à comprendre puisque ça veut bien dire que tous les jeux en ligne, finalement, ne sont pas prohibés. Quand on rentre dans cette catégorie, là, il y a une interdiction générale et il y a quelques exceptions prévues par le Code, dont 3 principales pour les jeux en ligne, qui sont l'autorisation d'effectuer des paris hippiques, des paris sportifs et des jeux en ligne de cercle. Globalement, ce sont des jeux de poker. Les casinos en ligne ne sont pas autorisés en France, seuls les casinos physiques qui gardent un monopole. Si on veut bénéficier de ces 3 exceptions et exercer en tant qu'opérateur, il faut obtenir une licence, un agrément de la part de l'ANJ, l'Autorité nationale des jeux. Alors justement, vous évoquez les opérateurs de jeux en ligne. Quelles sont leurs obligations ? Ils en ont beaucoup, puisque l'ANJ, donc l'autorité nationale, a vocation à strictement réguler et encadrer ce marché qui peut être dangereux. Et donc, la loi propose et impose surtout 5 encadrements principaux et obligations. Tout d'abord, on a la prévention des mineurs. Il est strictement interdit de proposer un jeu, des jeux d'argent et de hasard à des mineurs, qu'ils soient en ligne ou hors ligne. Ça passe par notamment la modération des plateformes, donc la vérification de l'identité du joueur lorsqu'on arrive sur une plateforme de jeu en ligne. Et ça passe par tout un tas de mécanismes de vérification de l'âge. Ensuite, on a la prévention du jeu pathologique et excessif. Là aussi, ça passe par l'instauration, par exemple, de mécanismes d'autocensure. On va s'auto-bloquer le jeu. Ou encore des mécanismes de limite. Selon des seuils d'argent, on va se fixer des seuils des montants ou alors des fréquences. Donc ça, c'est pour prévenir le jeu pathologique excessif. D'accord. Ensuite, on a une communication responsable qui doit absolument être observée par tous les opérateurs en ligne agréés. Et pour cela, il y a des obligations, par exemple, d'afficher certains messages. Vous savez, on a souvent des bandeaux sur les publicités. Ça, c'est défini par la loi et on a d'autres obligations à respecter dans le cadre des communications. C'est des communications, ce qu'on appelle responsables. Ensuite, 4e obligation, on a les obligations de lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent. Là encore, les capitaux qui sont joués, selon certains montants, doivent être vérifiés par les sites en question en ligne. Et enfin, 5e, on a l'obligation d'un jeu transparent et équité. On ne peut pas truquer le jeu, on doit avoir des règles claires et par exemple, on doit avoir des générateurs de nombres aléatoires agréés par l'État pour garantir en fait l'intégrité de ce jeu. Et tout ça, ce sont des mécanismes qui doivent être respectés évidemment en ligne, mais principalement en ligne en l'espèce, pour assurer aux joueurs l'équité et la garantie d'un jeu propre et sain.
Vous venez d'expliquer les différentes obligations qui pèsent sur les opérateurs agréés de jeux d'argent en ligne, mais comment ces plateformes peuvent-elles encadrer les comportements à risque des joueurs? Bien sûr, alors il y a plusieurs façons. Elles peuvent et elles doivent effectuer une surveillance proactive des joueurs. Par cela, par exemple, on va vérifier ce que je vous disais, les montants, la fréquence, les seuils et tout un tas de moyens techniques peuvent être mis à disposition par les plateformes aux joueurs afin de déclencher et de détecter ces mouvements. Donc c'est vraiment l'observation de ces joueurs. On a aussi la formation du personnel globalement qui travaille dans cet écosystème afin qu'ils soient formés aussi à repérer ces détecteurs lorsque ce n'est pas automatisé en ligne. Ça peut être fait par des modérateurs. On a aussi dans l'envoi de messages d'alerte qui est effectué individuellement à chaque joueur dès que ce fameux seuil est dépassé ou alors dès qu'une activité suspecte est repérée, notamment des sommes d'argent importantes. Pour cela, un message va lui être envoyé et c'est un autre levier aussi, le rediriger vers un groupe d'aide, de soutien, des assistances. Il y a des associations, il y a des sites faits pour ça. Lui proposer des systèmes où il va s'auto-réguler, des systèmes où il va même s'auto-exclure du jeu pendant un moment ou de plateformes en ligne. Tout ça pour aider enfin les joueurs à avoir un jeu responsable. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le rôle de l'ANJ en tant que régulateur des jeux d'argent en ligne. Concrètement, comment encadre-t-il l'offre illégale? Alors, l'ANJ, dans son rôle de régulateur, d'abord sur l'offre légale, ce qui est important de comprendre, c'est qu'elle délivre et elle est la seule à pouvoir délivrer des agréments. Pourquoi c'est important? Parce que ça permet de garantir aux joueurs une offre saine. Ça permet de réguler la concurrence entre les opérateurs. Par exemple, l'ANJ va valider les plans de communication, les plans marketing, va vérifier que n'importe quelle publicité n'est pas adressée, par exemple, aux mineurs sur une chaîne télé qui serait adressée qu'à ces mineurs, etc. Va vérifier que les athlètes, par exemple, ne font pas l'objet de publicité parce que pour les mineurs, ça serait susceptible de les influencer et donc de montrer une ascension sociale, etc. etc. Donc l'ANJ est quand même responsable de délivrer ces agréments, de protéger les joueurs, de protéger contre le jeu excessif pathologique. Et dans ce cadre, elle met au point sur son site tous les ans la liste. Cette année, il y en a 19 des opérateurs agréés. Lorsque nous ne sommes pas dans cette liste, et nous, joueurs, consommateurs, il faut faire attention, lorsque les opérateurs ne sont pas agréés, qu'ils n'ont pas le logo, alors c'est une offre illégale. D'accord. Lorsqu'on est dans le cadre d'une offre illégale, l'ANJ lutte contre ces offres, notamment elle peut demander le blocage au travers des FAI fournisseurs d'accès à Internet, de ces sites illégaux. Elle peut aussi demander des mesures judiciaires lorsque c'est un peu plus important. Mais cette prolifération d'offres illégales est dangereuse pour les joueurs parce qu'elle ne garantit pas l'équité du jeu. On peut avoir un jeu truqué. Elle ne garantit pas nos données personnelles ou nos données financières qui peuvent être vendues sur le dark web, etc. Donc, tout ça, ce sont des actions qui sont mises en place par l'ANJ afin de garantir le jeu et d'assurer toujours et encore la protection des joueurs, qui est le but principal, et la protection de tout l'écosystème avec la maîtrise. Alors, comment on peut reconnaître justement ces plateformes non agréées? Alors, ce qui est plus difficile, c'est assez difficile. En tout cas, on peut les reconnaître parce qu'elles n'ont pas le logo déjà des plateformes agréées, ce qui est assez manifeste. Et aussi, il y a une liste sur le site de l'ANJ de la liste noire en fait d'opérateurs qui est très souvent mise à jour, d'opérateurs illégaux qui auraient fait l'objet de blocage administratif ou déjà de mesures par le passé et qui seraient revenus et donc qui contourneraient la loi. Souvent, en fait, il n'y en a que 19 des opérateurs agréés, donc c'est assez simple et on les connaît globalement tous au moins de nom parce que la liste est vraiment très limitée. L'agrément est compliqué à avoir puisqu'il faut avoir un tas de mesures techniques, c'est ce qu'on vient de dire, pour respecter toutes les obligations de jeu. Donc le jeu illégal va surtout se faire souvent de la part des plateformes étrangères. Si on ne vérifie pas votre âge à l'entrée, c'est qu'il y a un problème. Si on ne vérifie pas, si vous ne voyez pas toutes les bannières de sécurité que vous voyez d'habitude, c'est qu'il y a un problème, etc., etc. On va conclure là-dessus. Merci Sacha Bétage d'être venue sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes avocate au sein du cabinet Bird & Bird. Tout de suite, l'émission continue. On va parler discrimination et harcèlement sexuel au travail.
On poursuit ce Lex Inside, on va parler discrimination et harcèlement sexuel au travail avec mon invité François Marteau, avocat of counsel au sein du cabinet UGGC Avocat. François Marteau, bonjour. Bonjour Arnaud. La défenseure des droits, Claire Hédon, a pris une décision cadre avec 49 recommandations sur la conduite des enquêtes internes en matière de discrimination et harcèlement sexuel au travail. Dans quel contexte a été prise cette décision cadre de la défenseure des droits? Indiscutablement, Arnaud, dans un contexte de libération de la parole depuis plusieurs années déjà, à l'égard notamment de ces agissements, mais pas que, auxquels le monde du travail, malheureusement, n'échappe pas. Malgré cette libération de la parole, force est de constater que le Code du travail est resté assis sur des grands principes, et dès lors, dès qu'on a passé le simple stade de la prévention, eh bien, les employeurs et les victimes présumées et témoins peuvent être dans l'expectative lorsqu'il s'agit concrètement d'agir. Quels sont les principes auxquels vous faites référence? Alors, le principe cardinal, c'est celui de la protection de la santé physique et morale des salariés. Il faut retenir qu'il y a plusieurs pans dans le Code du travail. On en retient 3. Tout d'abord, c'est une série d'interdictions. Voilà, le Code du travail va naturellement prohiber ce genre d'agissement avec une série de rappels, notamment dans le règlement intérieur. Il y a également, deuxième pan, une obligation de prévention de l'employeur. Celle-là, elle est très importante parce que c'est ce qui va tout fonder. L'employeur doit en amont prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher ce genre de situation. Donc ça prend différentes formes, des actions d'information, des actions de prévention des risques professionnels, des formations et la mise en place d'une organisation avec des moyens adaptés. C'est là qu'on voit déjà poindre l'enquête interne. Troisième et dernier temps, la réaction naturellement. Dès qu'un signalement lui est fait, l'employeur se doit d'agir. Il ne peut pas laisser la situation traîner. Ça, c'est pour le Code du travail. Et puis, plus généralement, on peut quand même mentionner un accord national interprofessionnel du 23 juillet 2010 qui déjà parlait de l'obligation de mettre en œuvre une enquête en cas de violence au travail, plus particulièrement en cas de harcèlement. Et puis aussi la loi Sapin 2 qui a renforcé les dispositifs d'alerte en entreprise et la protection des lanceurs d'alerte. C'est dans ce mélange, dans ce melting pot que l'enquête interne est née. Pour bien comprendre, l'enquête interne est-elle toujours obligatoire en cas de signalement en matière de discrimination ou harcèlement sexuel? Alors, il y a des cas où c'est très clair, mais ils sont très peu. On mentionnera surtout ici le droit d'alerte du CSE, donc que ce soit en cas d'atteinte à l'intégrité physique ou mentale des travailleurs ou en cas de danger grave ou imminent. Dans ces cas-là, le Code du travail est très clair. L'employeur doit, après un signalement d'un élu au CSE, engager une enquête immédiate et en association avec le CSE. Pour le reste, il faut retenir que c'est essentiellement une création jurisprudentielle avec ici, c'est très important, un arrêt qui a été rendu en 2019 par la Cour de cassation à l'occasion d'une affaire pour harcèlement moral. Et dans cet arrêt, la Cour de cassation a expliqué que même s'il n'y avait pas de harcèlement, le fait de ne pas avoir diligenté une enquête suite à un signalement constitue une violation de l'obligation de prévention de l'employeur. C'est ce qui a entraîné les enquêtes et le déclenchement des enquêtes sans véritable cadre. Il semble toutefois que depuis juin 2024, la Cour de cassation ait quand même nuancé son propos puisqu'elle est toujours en matière de harcèlement moral. Elle a jugé que finalement l'enquête était une mesure parmi d'autres pour adresser la situation, mais pas la mesure impérative. Quoi qu'il en soit, il faut quand même retenir pour les employeurs, surtout que l'enquête reste quand même indispensable dans ce genre de signalement. On va aller plus loin sur ces enquêtes internes. Quels sont les constats que les professionnels peuvent faire en matière d'enquête interne? Alors après, le constat, évidemment, c'est l'hétérogénéité. Nous, en tant que praticiens, on peut constater presque qu'il y a autant de pratiques que d'entreprises, finalement. Et le second constat, il est dressé par la défenseure des droits, et c'est certainement pour ça qu'elle s'est saisie du problème. C'est la situation, c'est la défiance des victimes présumées et des témoins à l'égard des systèmes qui existent actuellement. Et la défenseure des droits estime d'ailleurs que près d'un tiers des signalements se perdent en raison de cette défiance, un chiffre qui interpelle. Alors, vous avez présenté les recommandations de Claire Hédon, la défenseure des droits. Est-ce que, selon vous, ces recommandations sont pertinentes, ces 49 recommandations? Oui, ces recommandations sont pertinentes en ce sens qu'elles apportent un cadre général pour tous les employeurs. Voilà, et c'est simple, c'est facile d'accès. Il n'y a pas besoin d'avoir le nez dans les bases de données et dans les articles à droite à gauche. Tout est compilé. Voilà, c'est tout à fait pratique pour tous les employeurs. En réalité, pour ceux qui se sont déjà organisés
préciser, les structures d'une certaine taille, ces 49 recommandations ne vont pas être une véritable révolution, surtout si elles sont fait accompagner à la base. C'est l'objet de notre travail. Hier, à l'aune de la jurisprudence, aujourd'hui, à l'aune de la jurisprudence et de ces recommandations. Cela étant, on peut quand même relever des recommandations très intéressantes, celle d'un délai raisonnable. Ça n'a l'air rien comme ça, mais vu qu'il n'y a pas de cadre, c'est quand même bien de le préciser. Et sous les 2 mois, d'initier la procédure et de la clôturer aussi rapidement. Une collégialisation aussi qui est quand même la bienvenue ici. Voilà, avec, on va imprégner de pluridisciplinaire cette enquête. L'externalisation aussi, qui est une question importante, en particulier quand le sujet concerne la direction d'un groupe. Ici, et plus généralement tout ce qui concerne la méthodologie du rapport et des auditions est aussi extrêmement intéressante. Est-ce que c'est révolutionnaire? Pour les toutes petites entreprises, ça va peut-être un peu dur de respecter toutes ces recommandations. Pour les plus grandes structures, normalement, elles ont déjà dû travailler sur ces recommandations. Alors, on va justement s'intéresser à cette obligation ou non de respecter ces recommandations. Quelle est la valeur juridique de ces recommandations? Est-ce qu'elles ont force contraignante sur les employeurs? Doivent-ils les respecter? Alors, c'est un petit paradoxe ici, c'est-à-dire que ces recommandations n'ont pas la valeur de loi, ça, faut bien le préciser, et elles ne sont d'ailleurs pas assorties, à proprement parler, de sanctions. Pour autant, il s'agit quand même de recommandations publiques, ici, ce qui a des conséquences en termes de droit administratif, et surtout, la majorité sont formulées en réalité à titre impératif. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles s'imposent aux justiciables que sont l'employeur et le salarié, et de telle sorte qu'un salarié peut s'en prévaloir devant les juridictions. Bon, en tout état de cause, nous, ce qui nous intéressera, c'est de savoir comment ça sera accueilli par les juridictions, comment ça va être intégré dans l'ordre judiciaire. Vous avez une idée un peu de comment peut la jurisprudence accueillir ces recommandations? Alors, j'ai pu parcourir un petit peu la jurisprudence, pas vraiment celle de la Cour de cassation, mais en tout cas, c'est apparu dans des décisions de cour d'appel où la Cour d'appel a pu condamner un employeur pour non-respect d'une décision cadre du défenseur des droits. Donc, c'est une possibilité. Disons que si l'employeur n'a mis aucun système en place, qui dès lors n'est pas conforme à ce que souhaite la défenseur des droits, évidemment il y aura condamnation et il pourrait y avoir condamnation au visa de cette décision cadre. Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que pour ceux qui ne sont pas dotés de dispositifs, respecter ces recommandations, ça permettra d'assurer la validité et la recevabilité de leurs enquêtes devant les juridictions en cas de litige, très important pour les employeurs, et pour les entreprises d'une taille supérieure, eh bien, de comparer leurs dispositifs actuels et éventuellement de corriger, d'adapter, voire de compléter ce qui aurait pu être oublié. Alors justement, pour finir, vous avez dit bien respecter ces recommandations, voire adapter le dispositif. C'est quoi les bonnes pratiques en la matière pour justement prévenir tout agissement de harcèlement ou de discrimination? Alors d'abord, ça va être de réglementer le dispositif du signalement. Ça, c'est très très important. C'est d'ailleurs le premier pan des recommandations de la défenseur des droits. Voilà, vraiment faciliter le signalement et aussi, ça n'a l'air de rien comme ça, mais accuser réception du signalement. C'est comme pour tout le monde, quand on envoie que ce soit un mail ou une demande, on aime bien recevoir un accusé de réception, ne serait-ce que pour savoir que notre enquête est traitée. Ensuite, tout dépend, je dirais, de la complexité du cas. Soit vous le traitez en interne, soit vous l'externalisez. Ça va dépendre déjà de la sensibilité du sujet. Est-ce que les membres de la cellule, eux, peuvent le traiter? Ne sont-ils pas eux-mêmes concernés? Et si c'est des membres de la direction, a fortiori, eh bien, externaliser. Et ensuite, dans toute la méthodologie du rapport, de la rédaction et de la communication. On va conclure là-dessus. Merci François Marteau d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes avocat of counsel au sein du cabinet UGGC Avocat. Merci Arnaud. C'est le moment de conclure cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.